2 janvier 2010. Par une nuit chaude dans l'état de Sonora au Mexique, Hugo Hernandez, 36 ans, fait une promenade en soirée. Il n'a aucune idée que dans les prochains jours, son nom sera dans les journaux du monde entier, pour la raison la plus horrifiante imaginable. En marchant, il ne remarque à peine la camionnette qui s'approche par derrière, jusqu'à ce qu'elle se gare à côté de lui et que le panneau latéral s'ouvre. Des hommes cagoulés surgissent et se ruent vers Hernandez. Ils le battent, attachent ses poignets avec des serre-câbles et lui mettent un sac noir sur la tête. En un instant, la marchandise humaine est chargée à l'arrière du van qui démarre en trombe avec un crissement de pneus. Il vient d'être kidnappé par des sicarios du cartel de la drogue de Sinaloa, l'un des cartels de la drogue les plus redoutés et puissants de tout le Mexique. Mais le calvaire de Hugo n'est pas terminé, loin de là. Il va bientôt comprendre la terreur qu'inspirent les Sinaloa. Quand Hugo Hernandez se réveille, il est en territoire Sinaloa. Les sicarios le battent sauvagement, pendant qu'un parmi eux lit qu'il est une tronçonneuse. C'est ici que tout devient chaotique, à la fois dans la pièce où Hernandez est retenu et dans notre connaissance de l'histoire. Nous ne savons pas avec certitude si Hernandez était vivant lorsqu'ils ont habilement retiré son visage. Nous ne savons pas s'il était vivant lorsqu'ils ont coupé chacun de ses membres avant d'arracher sa tête de son torse. Nous ne pouvons qu'espérer pour le bien de Hugo qu'ils étaient miséricordieux ce jour-là. Ce que nous savons, c'est ce qui s'est passé après. Le 8 janvier, après que les sicarios en ont fini avec Hugo, son torse et tous les membres qui y étaient attachés se retrouvent dans 2 grands contenants en plastique dans les rues de Los Mochis. Le visage de Hugo, minutieusement cousu sur un ballon de football, est retrouvé dans un sac en plastique près de la mairie, avec une note qui dit « Bonne année, car ce sera votre dernière ». Car en matière d'art sombre de la violence et de la torture, les cartels de la drogue du Mexique sont sinon dégoûtamment créatifs. Vous avez entendu parler des fusillades, des coups de couteau et des décapitations. C'est vrai. De plus, on sous-estime souvent la brutalité des agents et même des dirigeants des plus grands cartels de la drogue du Mexique. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars et l'une des plus compétitives au monde. C'est pourquoi certains des principaux cartels de la drogue du Mexique, comme les Sinaloa et les Zetas, doivent aller bien au-delà pour établir qu'on ne doit pas jouer avec eux. Joaquin Guzman, le leader emprisonné du cartel de la drogue de Sinaloa, mène cette charge. Et vous le connaissez peut-être mieux sous son surnom, El Chapo, qui signifie le petit en français. Et si la carrière de Joe Pesci nous a appris quelque chose, c'est que les petits gars avec une tendance homicide sont parmi les gangsters les plus effrayants de tous. Examinons certaines des façons dont El Chapo a redéfini la brutalité, même parmi les cartels de drogue, avec certaines de ses méthodes de torture étrangement uniques et sadiques, en commençant par la manière dont il a jugé bon de punir le trafiquant de drogue rival Israel Rincon, alias El Huacho. Selon des documents judiciaires non scellés, les hommes d'El Chapo ont attrapé Rincon et l'ont traîné dans une dépendance de jardin sur l'une de ses propriétés. Là, la torture a commencé. Alors que les agents du cartel filmaient l'interrogatoire, les dents de Rincon ont été arrachées et il a été électrocuté à l'oreille. Il a été battu et humilié alors qu'ils extrayaient des informations de lui. Mais la douleur est devenue trop intense pour Rincon l'ours et il s'est évanoui. À ce stade, les tortionnaires de Sinaloa ont fait appel à un médecin pour soigner et ranimer El Huacho afin qu'il puisse continuer à le torturer. Une fois que les tortionnaires se sont ennuyés, ils ont assassiné Rincon et se sont débarrassés de son corps à Culiacán, avant de publier les images de la torture brutale sur Internet. Ce qui est arrivé à Rincon n'était que le début. El Chapo est un passionné de torture sur le terrain. Bien qu'il délègue souvent ses actes de brutalité à ses innombrables subordonnés, il est également prêt à se mettre lui-même à torturer. Selon un témoin oculaire, il a battu 2 personnes avec une branche jusqu'à ce que leur corps soit, je cite, comme des poupées de chiffon, à cause de tant d'os brisés, avant de les faire jeter dans un feu de joie. Dans un autre incident, il a tiré sans le tuer sur un chef de cartel rival, puis a ordonné de l'enterrer vivant pour qu'il meure lentement par suffocation. Un témoin lors du procès d'El Chapo, Isaías Valdez Rios, a décrit la torture de ce dernier comme suit. Il avait des brûlures faites avec un fer sur son dos. Sa chemise lui collait à la peau. Il avait des brûlures faites avec un allume-cigare de voiture sur tout son corps. Après des jours laissés pour mort dans une vieille structure en bois, les pieds brûlés, El Chapo a finalement jugé bon d'enterrer l'homme. L'un des associés les plus fidèles du baron de la drogue, Antonio Jaguar Marufo, avait une pièce spéciale dans sa demeure construite spécifiquement pour la torture et le meurtre de leurs rivaux dans le commerce de la drogue. La pièce avait un drain intégré dans le sol pour permettre au sang de s'écouler plus facilement, ainsi que des carreaux anti-adhésifs et une technologie d'insonorisation pour empêcher quiconque à l'extérieur d'entendre les cris horrifiants venant de l'intérieur. Les descendants d'El Chapo suivent ses traces. Ses fils, Ivan et Alfredo Guzmán Salazar, et Joaquín et Ovidio Guzmán López, ont formé leur propre cartel dissident de Sinaloa connu sous le nom de Los Chapitos, ou Petits Chapos,
avec un proche associé d'El Chapo, le tueur à gages, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Comme vous l'avez probablement prédit à présent, ils partagent l'amour de leur vieux pour la torture horrible et gardent un ranch à Navolato où le pire se produit. Des personnes proches de l'affaire ont rapporté qu'ils tordent des tire-bouchons dans la chair de leurs victimes avant de les arracher et de frotter des piments forts dans les plaies ouvertes. Certains sont nourris, morts ou vivants, selon leur chance. Aux tigres, animaux de compagnie de certains fils d'El Chapo. Ils sont également connus pour faire des mules de drogue avec les civils locaux, tuant dans de nombreux cas eux et leurs familles s'ils refusent l'offre. Mais la communauté des cartels mexicains ne laissera pas le cartel de Sinaloa agir seul. Les rivaux d'El Chapo ont commis de nombreux actes atroces de violence et de torture. Nous allons maintenant vous faire vivre un cours intensif éprouvant à travers certains des pires moments. Sérieusement, posez ce sandwich. Ça va devenir vraiment dégoûtant. Probablement l'un des cas les plus infâmes de torture par un cartel a été celui commis contre l'agent de la Drug Enforcement Administration, Enrique Kiki Camarena, en 1985, lorsque son enquête sous couverture a été révélée par des membres du redoutable cartel de Guadalajara. La mort de Kiki était tout sauf rapide, ses ravisseurs jugeant bon de le torturer à mort pendant 30 heures éprouvantes et humiliantes. Le 7 février 1985, il a été pris en embuscade par des hommes armés à Guadalajara en route vers les États-Unis. Après son arrestation au consulat sans résistance, sachant qu'il était dépassé, il a été emmené dans un lieu secondaire où la torture a débuté. Il a été attaché à une chaise pendant que les tortionnaires du cartel enregistraient l'interrogatoire, le battant si violemment que son crâne, sa mâchoire, son nez, ses pommettes et sa trachée ont été écrasés. On ne peut qu'imaginer l'horreur que Kiki a ressentie lorsque ses ravisseurs ont sorti une perceuse électrique qu'ils ont utilisée pour percer son crâne alors qu'il était encore en vie. Comment savons-nous qu'il était encore en vie? Le rapport toxicologique a révélé des amphétamines dans le corps de Kiki, bien qu'il n'en ait jamais consommé. Cela a laissé supposer aux enquêteurs de la Drug Enforcement Administration que Kiki avait reçu ces drogues afin qu'il reste éveillé et conscient pendant la torture. Dans les années plus récentes, des membres du cartel de Jalisco Nueva Generación, ou cartel de Jalisco Nueva Generación, ont capturé un membre d'un cartel rival, les susmentionnés Los Chapitos, et ont décidé d'enregistrer sa torture et son meurtre. Au début de la vidéo, l'homme avait déjà le visage tuméfié et en sang, les bras attachés dans le dos sur une chaise. L'un de ces tortionnaires a sorti une tronçonneuse, tandis qu'un autre l'interrogeait, et commençait à scier les jambes de l'homme. Finalement, lorsque les tortionnaires ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils ont complètement scié les jambes de l'homme et lui ont versé de l'eau dessus. Il y a ensuite les crimes horrifiques des Los Zetas, l'un des cartels de la drogue les plus connus en dehors du cartel de Sinaloa. Les Los Zetas n'ont pas le nombre ou la reconnaissance du nom de Sinaloa, mais ils compensent cela par leurs actes de brutalité vraiment extraordinaires. Dans une vidéo, une femme en chemise rose est forcée à genoux par un agent des Los Zetas qui brandit un rasoir droit avant de dire « Eh bien messieurs, c'est ce qui arrive à tous ceux du cartel du Golfe au nom des Los Zetas. » La femme ne résiste pas, semblant droguée alors que l'homme tient le rasoir à sa gorge et lui tranche la tête. Au cours d'une brutale quarantaine de secondes, alors que sa gorge perforée siffle de l'air. Cette vidéo en particulier a suscité une énorme controverse lorsqu'elle a été divulguée sur Facebook. Comme Los Chapitos, Los Zetas possèdent leur propre ranch à Veracruz Nord pour commettre meurtre, torture et faire disparaître les corps, le ranch La Galera. Après l'avoir pris en 2011, les Zetas l'ont utilisé comme un centre de crémation de masse, incinérant leurs victimes pour éviter que les preuves de leurs crimes ne soient jamais révélées. Ces crémations ont été effectuées dans les 12 cuisines du ranch, dans une scène décrite par les témoins comme quelque chose de bien pire que ce que tout film d'horreur pourrait jamais imaginer. Certaines victimes ont été dissoutes dans des baignoires remplis d'acide. Certains ont été coupés en morceaux et nourris aux crocodiles. Dans des cas plus communs mais tout aussi horribles, les corps des personnes enlevées, torturées et tuées ont été enterrés dans des fosses communes autour de la propriété. Peut-être que la partie la plus bouleversante est que les habitants savaient que cela se passait depuis des années, et l'ont même signalé. Mais la police locale corrompue était dans la poche des Zetas, et rien n'a été fait. Quand Los Zetas et la cuisine se mélangent, l'horreur est assurée. Et ce fait est vrai jusqu'au sommet. Miguel Ángel Treviño Morales, l'un des prétendus leaders du groupe de cartel, avait une forme particulière de torture et d'exécution qu'il appréciait, appelée El Guiso, ou le ragoût. Les victimes seraient forcées de rentrer vivantes dans un tambour métallique de 55 gallons, puis un feu serait allumé sous elles, les faisant bouillir lentement vivantes. L'incident qui a véritablement mis Los Zetas sur la carte a été l'infâme massacre de San Fernando de 2011, où les Zetas ont kidnappé et assassiné 193 personnes sur le ranch La Jolla. Après avoir détourné un certain nombre de bus, les victimes ont été traînées sur le ranch, où les femmes ont été brutalisées et tuées, et les hommes ont reçu des armes et ont été forcés de se battre à mort.
Les personnes prêtes à tuer pour survivre ont ensuite été recrutées comme tueurs à gages impitoyables pour Los Zetas, dans un processus de candidature à l'emploi des plus horrifiques de l'histoire moderne. Le plus horrifiant est que ce n'est même pas un incident isolé. Plusieurs cartels ont forcé des gens à tuer d'autres personnes pour les tourmenter psychologiquement. Une vidéo qui a fuité en ligne en 2023 semblait montrer le sort horrifiant de 5 étudiants attirés dans un complexe de cartels, qui ont été forcés de se tuer mutuellement devant la caméra lorsqu'ils ont refusé une offre pour rejoindre le cartel. La vidéo montrait un étudiant décapitant un autre avec une machette, tandis qu'un autre se faisait fracasser la tête avec un morceau de roche. Le style arrogant et provocateur des Los Zetas leur a valu beaucoup d'ennemis. Ils ont pendu 2 membres du cartel du Golfe et se sont filmés se débarrassant de 49 corps décapités de travailleurs migrants assassinés. Le premier a été perçu comme très insultant par les membres du cartel du Golfe, car les États étaient à l'origine leurs forces de sécurité, avant de se séparer pour former leur propre groupe. En 2012, le cartel du Golfe a riposté avec une violence horrifique. Une vidéo montre des membres capturés des États ligotés, implorant la pitié pendant un interrogatoire sur leur chef. Lorsque les opérateurs du cartel du Golfe se lassent de poser des questions, ils s'abattent sur les États avec des machettes, tranchant brutalement chacune de leurs têtes sans la moindre étincelle de remords. Les membres du cartel vivent par la machette, ou meurent par la machette. Filmer leurs crimes est assez courant pour les cartels, comme vous l'avez peut-être remarqué. Dans une vidéo particulièrement vile filmée par un groupe de membres de cartels inconnus, vous pouvez les voir s'amuser avec un visage humain coupé alors qu'ils sont entourés de cadavres. L'un d'eux met le visage comme un masque d'Halloween, pendant que ses amis du cartel rient et plaisantent à ce sujet. Vous pouvez vous sentir un peu nauséeux en entendant parler de tous ces meurtres et chaos, bien que cela nous fait nous demander pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo appelée « Les méthodes de torture les plus brutales du cartel mexicain ». Mais au moins, nous avons une consolation. Le cartel n'opère pas sans opposition. Les meilleurs du Mexique sont sur l'affaire, les meilleurs flics qui veulent te mettre en garde des cartels comme les Sinaloas et les Zetas, comme Luis Cárdenas Palomino, un fonctionnaire de la police autrefois élu meilleur policier du Mexique, et il ne se reposera pas jusqu'à... Attendez, il travaillait aussi pour le cartel. Et il était impliqué dans la torture de personnes? Bien que nous pensions que le prix du meilleur policier de Palomino devrait être révoqué, il est en lice pour être le plus criminel et corrompu. Il a été arrêté pour avoir maltraité des suspects sous sa garde, facilité la torture et était essentiellement un garçon de course glorifié pour El Chapo. Son ex-patron, Genaro Garcia Luna, a aussi été emprisonné pour corruption et trafic de drogue, perpétuant ainsi les traditions institutionnelles. Palomino a un passé douteux, ayant été impliqué dans un meurtre dans son adolescence, avant de prouver qu'il était un atout fiable pour les gros bonnets du cartel qui voulaient un ami à l'intérieur des forces de l'ordre mexicaines. Des policiers corrompus comme Palomino ont conduit à accuser les forces de l'ordre et spéciales mexicaines de nombreux crimes, allant des pots de vin au massacre pour le compte du cartel. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de torture. Une des méthodes préférées de personnes comme Palomino est connue localement sous le nom de chichara, qui consiste à utiliser un aiguillon électrique pour choquer à plusieurs reprises les parties génitales d'un prisonnier afin d'induire des aveux, même s'ils savent que la personne qu'ils tourmentent est innocente. Ils sont aussi connus pour suffoquer les victimes avec des sacs en plastique, utiliser des simulations de noyade et les battre presque à mort, causant parfois accidentellement leur décès dans le processus. Le docteur Robert Bunker, directeur de recherche chez CO Future Société à responsabilité limitée, a déclaré que les policiers tortionnaires du cartel utilisent des techniques de torture de base comme des instruments tranchants, des pinces, des tondeuses, ainsi que des approches basées sur le feu, l'eau et l'électricité. Mais nous ne pouvons pas attribuer toute la responsabilité de cette torture à Palomino. C'est bien plus systémique que cela. Un commandant de police mexicain anonyme a déclaré au Daily Beast « La torture est commise à grande échelle et elle ne disparaîtra jamais parce que nos institutions manquent de ressources et de capacités pour poursuivre quelqu'un pour ce qui est fait par la torture. » Ce même commandant anonyme, à ses collègues corrompus par le cartel, a utilisé des tortures psychologiques ainsi que physiques, comme l'arrestation des familles des victimes et la menace de les tuer ou de les torturer afin d'induire des aveux. L'ancien chef des opérations internationales de l'administration de la lutte contre la drogue Mike Vigil a en fait affirmé que les méthodes brutales de torture faisaient partie du credo des forces de l'ordre mexicaines, même en dehors de l'influence des cartels. Il a dit que toutes les forces de sécurité du Mexique ont utilisé la torture depuis leur toute création, et cela est devenu normal pour eux. Ils le voient comme un moyen facile de résoudre des affaires et ne comprennent pas que c'est une violation des droits de l'homme ou que n'importe qui avouera sous la torture. Certes, les cartels mexicains ne sont pas les seuls cartels à générer une violence perturbatrice. Après tout, l'un des barons de la drogue les plus craints et infâmes de tous les temps, Pablo Escobar, était colombien.
Cependant, l'un des faits les plus populaires sur la manière dont le cartel de Medellín d'Escobar aimait torturer les gens est en réalité une légende urbaine, le redouté collier colombien. Nous ne voulons pas dire que c'était un mythe complet comme la Vierge de Fer. La pratique a été courante sur des personnes durant plusieurs années. La torture consistait à trancher la gorge de la victime et à arracher la langue de la plaie pour qu'elle repose contre le haut du torse comme une cravate sanglante. Cependant, bien qu'attribuée à tort à Pablo et son gang, elle était en réalité une caractéristique de la violencia, une période brutale de la guerre civile colombienne qui a duré de 1948 à 1958, précédant de plusieurs décennies l'ascension du cartel de Medellín en 1976. Pour tous nos fans de torture et de mutilation, la violencia a été une mine d'atrocités, du col colombien à la coupe en vase de fleurs, où les membres des victimes étaient coupés et fourrés dans leur corps, à une torture où, tout comme les cartels mexicains, les organes génitaux des victimes étaient coupés et fourrés dans leur bouche, et peut-être le plus bouleversant de tous, des cas où des femmes enceintes avec les fœtus coupés de leur ventre et remplacés par un coq. L'ironie cruelle de toute la couverture de la brutalité des cartels mexicains, y compris cette vidéo, est exactement ce que le cartel veut. La brutalité théâtrale du cartel est une manœuvre de relations publiques brutale mais sophistiquée, renforçant leur image de gangsters redoutés et invincibles qui règnent sur leurs territoires respectifs. Les tactiques sont similaires à celles des groupes terroristes comme Al-Qaïda et État islamique en Irak et en Syrie, avec leurs vidéos traumatisantes de violences horrifiques. Mais les actes de torture et de meurtre, souvent si audacieux, ne devraient-ils pas susciter une réaction? Mais si cette vidéo vous a appris une chose, c'est espérons-le ceci. Si vous vous retrouvez à prendre des vacances au Mexique prochainement, et que vous tombez sur quelqu'un impliqué dans un cartel de la drogue, n'oubliez pas d'être poli si nous faisons une autre de ces vidéos, nous détesterions que l'un de nos abonnés apparaisse dans la suite. Maintenant, découvrez El Chapo vs Pablo Escobar, comment se compare-t-il? Ou regardez cette vidéo à la place,